Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Sénégal, notre dossier du jour sera consacré aux défis politiques du pays pour cette année 2017. Au sommaire également la lutte contre le terrorisme. Un sommet extraordinaire sur la sécurité au Sahel ouvre ce lundi à 6 février à Bamako, au Mali. Sont présents les chefs d'État des pays membres du G5, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie. Dans le reste de l'actualité, le retour de Nkosazana Dlamini Zuma sur la scène politique sud-africaine. Ce 5 février, l'ancienne présidente de la commission de l'UA s'est exprimée devant la Ligue des femmes de l'ANC, une organisation totalement acquise à sa cause qui a fait d'elle leur candidate officielle pour prendre la tête du parti au pouvoir et succéder ainsi au président sud-africain Jacob Zuma. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Ibrahima Silla, qui est politologue. Bienvenue, Monsieur Silla. Nous sommes également en compagnie de Demba Sow. Il est le coordonnateur de l'APR en France. Bienvenue, Monsieur Sow. Et enfin, bienvenue à notre éditorialiste Djemal Taleb. Merci Diarra et bonsoir à tout le monde. Tout de suite, l'info du jour. Bamako a reçu le G5 Sahel ce lundi. Le sommet extraordinaire des chefs d'État a été convoqué à cause notamment de la dégradation de la situation sécuritaire malienne. L'organisation qui compte 5 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, le Mali et le Tchad, met précisément l'accent sur la situation sécuritaire au Mali et surtout son impact dans la zone Sahel. On fait le point tout de suite avec Deo Gracias Okpodo. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel, qui se tient ce lundi 6 février à Bamako, met un accent sur la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. Les présidents du Tchad, du Niger, de la Mauritanie et du Burkina Faso ont répondu présents à l'invitation de leur homologue du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Donc c'est pourquoi on se rencontre. Et à chaque fois que je reviens ici, je suis très heureux de voir mon frère. Et je salue le peuple malien à qui je transmets toutes mes salutations et tous mes souhaits de réussite, de bonheur et surtout de paix. À travers le président, mon ami et frère. Il est important que nos différents pays se retrouvent et essayent d'harmoniser leurs points de vue et les stratégies pour pouvoir terminer avec ce fléau. Et je crois que c'est une réunion qui est importante et fondamentale pour tous les pays que nous représentons. La région du Sahel fait face à de nombreux défis. Il s'agit notamment du renforcement de la paix et de la sécurité, du développement des zones à faible densité humaine ou encore la sécurité alimentaire. Les chefs d'État réfléchissent également sur de nouvelles stratégies de développement des infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques. Les changements climatiques ayant particulièrement eu des effets néfastes sur cette région, avec notamment l'assèchement progressif du lac Tchad, la gestion de l'eau et la prise en compte du défi démographique représentent également des priorités. On a toujours les mêmes préoccupations, nos peuples ont les mêmes priorités, les mêmes aspirations, et en particulier en ce qui concerne les questions sécuritaires, nous sommes tous déterminés à créer les conditions pour que la sécurité règne dans l'ensemble de nos pays, dans l'ensemble du Sahel. Dans le cadre du G5, déjà, nous sommes maintenant doit être à notre 4e sommet maintenant, ce sommet, pour chercher des problèmes, des solutions aux problèmes qui se posent dans la sous-région. Le G5 Sahel, c'est une population de 67 millions d'habitants et une zone à majorité désertique. Les défis sécuritaires et politiques de cette région sont grands. Le sommet extraordinaire de Bamako, qui se tient dans un contexte de résurgence du terrorisme avec l'attentat de Gao le 18 janvier 2017, veut proposer des solutions. Monsieur Silla, l'organisation, on l'a vu, est née en 2014 d'une volonté commune de lutter contre le terrorisme en alliant notamment la sécurité et le développement. Néanmoins, les djihadistes continuent de faire régner un climat d'insécurité autour de ces zones et notamment au Mali. Aujourd'hui, quel bilan on peut tirer des actions de l'organisation ?
Je pense qu'avant de tirer un bilan, il faut surtout reconnaître que c'est un sommet important. Certains seraient tentés de dire que c'est un sommet de plus parmi tous les sommets qu'il y a en Afrique sur la sécurité et dans le monde, mais il n'y a jamais de sommet de plus quand il est question de la sécurité. Ce que certains déplorent pour le moment, c'est qu'on aurait pu étendre ce G5 autour d'un forum beaucoup plus élargi, prenant en compte un certain nombre de pays qui ne sont pas reconnus comme étant pays du Sahel, mais le Sénégal aurait pu prendre une part, je pense, importante. Au nord, moi, je pense effectivement à l'Algérie. Il y a des pays limitrophes là qui ne font pas totalement partie intégrante du Sahel, mais vu la question de la sécurité qui nécessite une approche globale, il est toujours important, il est toujours utile, nécessaire d'avoir un forum beaucoup plus élargi pour traiter cette question qui est très globale et qui ne saurait trouver une solution on va dire restrictive concernant seulement des 5 pays dont vous parlez. Pourquoi un pays comme l'Algérie, d'après vous, est aujourd'hui exclu? Si on regarde bien la carte de l'Afrique, on se rend compte qu'effectivement, avec la porosité des frontières, la circulation des individus, le nomadisme caractéristique des populations en Afrique, on se rend compte que l'insécurité peut se déplacer d'un point à l'autre du continent. Donc je pense que l'Algérie, le Maroc aurait pu jouer un rôle, le Sénégal aurait pu jouer un rôle, d'autant plus que le Sénégal partage sa frontière avec le Mali partage sa frontière, je pense, avec l'Algérie. Et donc, tous ces pays-là auraient pu se retrouver autour, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le G5 aurait pu être peut-être un tremplin pour s'ouvrir vers un forum beaucoup plus élargi, prenant en compte l'ensemble des pays, non seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi du continent africain, pour traiter de manière globale cette question de l'insécurité qui touche fondamentalement le continent africain. Jamal, est-ce qu'on devrait, comme le dit M. Silla, élargir un petit peu cette coalition du G5 Sahel aujourd'hui autour de cette lutte contre le terrorisme ? Pourquoi pas? Ce n'est pas la vocation du G5 Sahel. Et ce dialogue, de toute façon, existe. Il s'appelle le dialogue de Tamanrasset. Le dialogue de Tamanrasset est ouvert à tous les pays concernés de près ou de loin par les questions sécuritaires. Le G5 a une spécificité particulière. D'abord, ce sont les 5 pays qui sont en ligne de front. C'est une espèce de ceinture. Et donc, l'idée, et je ne suis dans aucune confidence, mais en tout cas l'idée telle qu'elle a été avancée par les chefs d'État de cette région, c'est que nous avons les mêmes problématiques, nous sommes une espèce de mur, quand nous cédons, tout cède. Et donc il est logique, compte tenu de notre démographie qui est proche, compte tenu de notre environnement socio-politique qui est proche, de l'idée de faire face au conflit libyen. Je pense d'ailleurs au Maroc, au lieu de le consacrer uniquement au Mali, il faudrait toujours qu'il soit consacré à chaque fois à la Libye. Et donc ces pays-là ont considéré, et à juste titre, c'est quelque chose que je pense absolument, qu'ils ont besoin de mettre en commun une politique sécuritaire commune, ou en tout cas proche, d'essayer de mutualiser au moins leurs moyens d'information pour qu'ils puissent faire face ensemble dans un environnement écologique proche aux situations. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que leurs actions sont oui, incontestablement. efficientes? Incontestablement. D'abord, ils ont un vrai travail commun, tous ces pays-là, dans la région. Deuxièmement, ils ont un état-major commun. Troisièmement, ils ont créé une organisation régionale qui s'appelle le G5 Sahel et dont le siège est à Nouakchott et qui est dirigé par quelqu'un de grande valeur, un ancien militaire du Niger. Troisièmement, c'est qu'ils ont mis en place des mécanismes de coopération, y compris avec les armées étrangères dans la région. Après, le G5 n'est pas fermé, je crois, et tous les pays, monsieur a parlé du Sénégal, pourquoi pas? Mais enfin, on peut parler du Sénégal, on parlait de tous les autres. Un poids comme ça, la question n'est pas là, c'est que l'Algérie n'est pas étrangère. Encore une fois, n'oubliez jamais le processus de Tamanrasset. Tous les chefs d'état-major de la région se réunissent pour un cadre de mutualisation et de concertation ensemble sur l'Algérie. Donc, c'est ce qu'on appelle le processus de Tamanrasset. Et il existe. Après, les questions du G5 ont encore une autre problématique. Et on oublie toujours, parce qu'on a toujours tendance à penser aux questions de sécurité. On pense très rarement que ces pays-là parlent de développement, parlent de l'eau, parlent de l'environnement, parlent de démographie, ce sont de sécurité alimentaire, ce sont des sujets qui sont aussi abordés. Et donc vous comprenez bien que les problèmes de développement, d'environnement, de sécurité alimentaire entre la Mauritanie, l'Algérie, le Tchad ne sont pas les mêmes qu'avec l'Algérie par exemple. Nous avons des soucis de développement, des soucis d'environnement, des soucis tout simplement de l'eau, par exemple, entre le Niger et le Tchad, qui n'ont rien à voir avec ce que l'Algérie connaît comme situation. Et donc, il est normal que ces pays-là se réunissent sur ces questions-là ensemble, entre eux, au-delà, encore une fois, du cordon sécuritaire qu'ils constituent sur le continent africain, de parler de ces questions-là, parce que de toute façon, lutter contre le terrorisme sans lutter contre toutes ces questions-là est, de mon point de vue, une lutte totalement incomplète. Et donc, il est normal que ces pays-là
mettent ces moyens en commun et ensemble, et que eux, compte tenu de leur spécificité, mutualisent les moyens qui ne sont pas très riches, mais qui existent entre eux. Encore une fois, c'est une situation qui existe. Rappelez un pays parmi tous, le Tchad. Le Tchad est un pays central, qui à la fois est un pays d'Afrique centrale, qui fait un travail remarquable contre Boko Haram, et dont l'apport au Mali est tout de même considérable. Je rectifie un mot, et, encore une fois, il n'y a pas une recrudescence de la violence au Mali plus qu'hier, ça n'est pas vrai. C'est parce qu'on a eu un attentat le 18 janvier que forcément le Mali est devenu un pays plus insécure qu'il ne l'était. Ça n'est pas vrai. Il y a des problèmes au Mali, il y a toujours des problèmes au Mali. Les Maliens, l'armée malienne, la reconstruction de l'armée malienne est une réalité. Elle continue à faire un travail considérable. Enfin, voyez-vous, contre des bandes armées, vous ne pouvez pas de toute façon sécuriser à 100%. Des attaques, on peut dire qu'effectivement il y a une recrudescence. Non, il n'y a pas de multiplication. Il y a des problèmes au Mali depuis 2012 et ils ne se sont pas arrêtés encore. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup moins d'attentats qu'il y en avait auparavant. Seulement, quand il y en a un, on crie au scandale. Tant mieux, ça veut dire que finalement la situation s'est stabilisée et qu'on n'accepte même plus un seul attentat. Souvenez-vous, en 2012, 2013, 2014, il y en a un par jour. Et donc la situation aujourd'hui n'est plus la même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y en a évidemment et beaucoup. Et encore une fois, le mérite de cette institution, parce que c'est désormais une organisation régionale, le G5 Sahel. Ils sont 5, ils ont un vrai programme de coopération, une vraie entraide et de renseignement et des militaires et de mutualisation des moyens qu'il faut saluer encore une fois. Si les autres peuvent venir, ils sont sans doute les bienvenus, mais en tout cas, eux ont le mérite d'exister. Bravo à eux. On parlait des problèmes autour de ce G5 Sahel. Dans cette même zone, on a des flux de drogue, on a des flux de migrants qui sont observés et qui financent cette activité terroriste. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, Monsieur Sylla, le G5 s'est attaqué à ce problème? Le G5 va devoir s'attaquer à ce problème. Moi, en tout cas, je dis qu'aujourd'hui, ce serait en tout cas étonnant de considérer que cette zone est totalement stable. On est dans une zone encore qui est marquée par une certaine précarité. Vous aurez remarqué que je n'ai pas dit ça. Oui, j'ai remarqué, mais juste pour préciser. Et surtout le problème, comme vous l'avez dit, la drogue qui circule, les enfants soldats, des États sans armée pratiquement, ou sans véritable armée. Il faut peut-être l'aide de la France pour que le Mali puisse faire face, ou certains pays puissent faire face. Elle y est déjà. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est des États marqués souvent, c'est pour ça que je parle d'États pratiquement sans véritable armée ou sans armée digne de ce nom. Et des armées sans État. Et c'est ça la contradiction. Des armées sans État qui circulent un peu partout. En Afrique, effectivement, il y a des mercenaires. Tous circulent dans ce pays. Jusqu'en Gambie, on a pu se rendre compte par rapport avec l'histoire du Sénégal. Vous n'allez pas mettre la Gambie dans le Sahel. Mais je veux dire que les problèmes en Afrique, ce sont des problèmes qui immigrent un peu partout. Qui circulent un peu partout dans cette zone. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'armée. Pardon, je ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'armée. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'armée. J'ai dit que dans ces pays, vous avez des États qui ont des armées pas dignes de ce nom, qui ne sont pas capables de faire face à la sécurité. Il faut souvent... Les trois armées les plus respectables de la région sont l'armée du Niger, du Tchad et de Mauritanie. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je dis pas seulement en termes de moyens, en termes d'efforts consentis et de résultats obtenus. Vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main l'effort considérable fait par le Tchad au Mali, fait par le Tchad dans la région de Boko Haram. On ne peut pas balayer d'un revers de main le travail remarquable fait par l'armée du Niger pour sécuriser un territoire vaste comme le nord du Niger. Et puis, pardon, c'est la Mauritanie, 2300 km de frontière avec le Mali, il n'y a pas un combattant d'AQMI sur le territoire mauritanien. Tout cela n'est pas fait du hasard, c'est le fait parce que le résultat du fait que les trois armées ont désormais acquis un travail, ont mis en moyen des situations considérables pour le faire. Après, il y a les deux pays qui, eux, n'ont pas de soucis, mais ils sont en reconstruction. Pardon, le Mali a vécu 20 années où l'armée a été reléguée. Je fais partie de ceux qui pensent que les armées sont la colonne vertébrale d'un État. Et quand on les tue, on tue un État. La deuxième chose, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso a connu, et j'en aurais fini, une situation de post-révolution qui l'a évidemment handicapé. Mais pardon, le travail fait depuis maintenant quelques temps par le président Kaboré, mais qui a aussi commencé sous le Premier ministre Zida, est réel. Et je n'ai aucun doute que les armées burkinabées et maliennes, qui sont historiquement deux grandes armées respectables sur le continent africain, vont se rattraper. Merci pour ces précisions. Un débat que l'on poursuivra plus tard. Retour donc avant tout cela sur l'ancienne présidente de la commission de l'UA qui a fait son grand retour sur la scène politique en Afrique du Sud. Il s'agit de Nkosazana Dlamini Zuma qui est retournée dans la vie politique sud-africaine ce 5 février. Elle a récemment bénéficié de l'appui de la Ligue féminine du Congrès national africain. C'est l'ANC, le parti au pouvoir. Les précisions tout de suite de Déocratia Sekrodo.
L'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, se positionne davantage comme candidate à la succession de l'actuel chef d'État sud-africain Jacob Zuma. Ses récentes interventions publiques sont interprétées comme une pré-campagne pour les élections générales de 2019. Dimanche 5 février 2017, elle a convié la gente féminine sud-africaine à plus d'engagement en politique au nom de la bonne marche de la démocratie. Selon elle, les femmes doivent se mettre en valeur, conquérir des postes de responsabilité politique et contribuer au développement de l'Afrique du Sud. J'appelle toutes les femmes à s'engager en politique et à jouer un rôle important dans la marche du pays. Vous devez devenir mairesse, ministre ou présidente de la République, non pas pour le titre, mais pour travailler et servir votre pays. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule présidente en Afrique. Il s'agit de celle du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Selon de nombreux observateurs, la campagne électorale s'annonce périlleuse pour les futurs candidats officiels au scrutin présidentiel de 2019. Le président Jacob Zuma quittera la présidence de l'ANC, Congrès national africain. Le poste sera vacant et donc le vainqueur des primaires du parti sera peut-être le prochain président de l'Afrique du Sud. Sauf que rien n'est gagné d'avance. Nkosazana Dlamini Zuma, malgré son poids au sein de l'ANC, devra séduire une bonne partie de l'électorat acquise à la cause de l'actuel vice-président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Aucun des deux prétendants ne s'est déclaré officiellement en course pour la magistrature suprême, mais la Ligue féminine de l'ANC vient d'accorder son soutien à l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine. Nous estimons que Nkosazana Dlamini Zuma est prête pour diriger l'ANC en 2017 et la République d'Afrique du Sud en tant que présidente à compter de 2019. Aujourd'hui âgée de 67 ans, Nkosazana Dlamini Zuma sera-t-elle la prochaine présidente de l'Afrique du Sud? Une question encore difficile à l'heure actuelle. Mais en attendant, l'ANC doit tenter de résoudre sa crise interne. L'actuel président, Jacob Zuma, reste vivement critiqué pour sa gestion du pays et notamment sur le plan économique. Une aubaine pour les partis d'opposition qui tenteront aussi de s'imposer en 2019. Kemal, comment la candidate non déclarée encore à la présidence de l'ANC entend revenir et peser sur cette scène politique sud-africaine? Alors, il y a deux manières de prendre le problème. Il y a l'analyse générale de ce qu'on ne sait pas. Et puis, en ce qu'on sait, je préfère commencer par ce qu'on sait déjà. Ces années à l'Union africaine, elle les a marquées incontestablement, mais enfin, elle n'a pas un résultat particulièrement élogieux. Et donc, l'idée qu'on a, c'est qu'elle a plutôt abandonné le navire dans des conditions difficiles, alors même que c'est l'Union africaine, on est en train de vivre une réforme assez importante. La deuxième chose, c'est que, pour le coup, c'est du coup de la rumeur, on nous dit qu'elle va être probablement nommée par le président Zuma comme ministre des Finances, ce qui, de mon point de vue, n'est pas la chose la plus intelligente à faire, compte tenu des difficultés que le président Zuma rencontre. Après, il y a une réalité évidente, c'est qu'elle a été éloignée de la vie politique de son pays pendant quelques années. Elle peut bien avoir été ministre des Affaires étrangères, vice-président de l'ANC, personnalité importante de premier plan, et au demeurant ex-épouse, en tout cas l'une des épouses du président Zuma. Elle a été tout de même éloignée de la vie politique et cela ne l'a pas aidée. Et puis, il y a un problème réel, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de soutien qui se bouscule au portillon. Elle a certes, la Ligue des femmes, c'est un poids. Certes, la Ligue des femmes, ça ne suffit pas. Le problème, c'est que la COSATU, la puissante centrale syndicale, soutient Cyril Ramaphosa. Et donc, si vous n'avez pas... du parti majoritaire mais évidemment, aussi. et bien voilà, donc si vous avez un rival du poids de Cyril Ramaphosa et que la COSATU soit à ce point derrière Ramaphosa, ça pose un problème réel pour elle, évidemment. Et puis, il y a donc évidemment la volonté de prendre l'ANC. Il est évident que c'est lui qui va être choisi par l'ANC sera président. Pourquoi il est évident aujourd'hui, les femmes ne pèsent plus? Non, mais cette ligue c'est pas qu'elle ne pèse pas. C'est pas qu'elle ne pèse pas. C'est qu'historiquement, l'ANC est un parti de combat. C'est un parti guerrier qui a fait une guerre de libération. Non pas que les femmes ne l'aient pas faite, mais elles n'étaient pas organisées comme femmes. Et donc la COSATU a un poids important dans la lutte contre l'apartheid. Ça lui donne un poids plus important. Ça ne veut pas dire que les femmes. Si toutes les femmes de l'ANC votaient pour Mme Zuma, elle va être élue. Mais la question n'est pas là. Dieu merci, on ne vote pas simplement en fonction de son sexe, on vote aussi en fonction de ses convictions. Je n'ai pas dit qu'elles sont minimes, j'ai dit qu'elles sont difficiles. Après, il y a un avantage qu'elle va avoir, c'est que Ramaphosa est tout de même assez lié aux affaires et assez lié aux mines. Et donc l'image de Cyril Ramaphosa, très lié au monde des affaires, va probablement lui poser un problème. Est-ce que pour autant ça va l'empêcher de se faire élire? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce scrutin va être compliqué, lourd,
ouvert. Il y a une bataille qui, de mon point de vue, est intéressante parce qu'elle est entre les deux choses. La légitimité d'un type comme Ramaphosa, qui lui n'a pas été un des compagnons de lutte de Nelson Mandela comme il l'a été, et elle, dont la légitimité évidente au sein de l'ANC est beaucoup plus importante. Et puis, la question de la compétence, je pense qu'ils sont compétents tous les deux, et la bataille va être là. Et puis, ce qui va être déterminant, encore une fois, c'est le soutien, le poids qu'on est capable de faire, de créer au sein de l'ANC. Effectivement, est-ce que le président, le poids du président... Je ne suis pas convaincu que Jacob Zuma, que j'aime beaucoup au demeurant, qui est totalement cramé, son soutien soit une bonne chose. C'est comme si, à titre d'exemple, vous êtes demain soutenu par François Hollande pour être président de France. C'est exactement la même chose. La difficulté, c'est que je ne pense même pas que ce soit pour elle une bonne chose. On me dit qu'elle va devenir ministre de l'économie et des finances. Si elle est ministre de l'économie et des finances, est-ce que forcément c'est une bonne chose pour elle? En tout cas, c'est une bataille intéressante. C'est deux écoles de pensée, c'est deux regards, c'est deux espèces de soutien au sein de l'ANC qui sont importants, laquelle l'ANC d'ailleurs elle-même est assez affaiblie par une partie qui s'est retirée. Mais enfin, ça reste tout de même le plus grand parti et l'enjeu, de mon point de vue, sera évidemment central et c'est à suivre. Monsieur Sylla, est-ce que, d'après vous, Nkosazana Dlamini-Zuma est aujourd'hui à même de pouvoir incarner cette rupture et ce renouvellement tant attendu au sein de l'ANC et même au-delà même de l'ANC directement en Afrique du Sud? Vous savez, en Afrique, quelquefois, les systèmes politiques sont difficiles à destituer, à changer du jour au lendemain. Souvent, on hérite d'une tradition, d'une manière de faire, et souvent les acteurs sont partie intégrante de ces manières de faire qui font que, quelquefois, il est extrêmement difficile de se départir de tout ça, sauf quand on a vraiment envie de rompre avec ce système et de s'inscrire dans une nouvelle dynamique susceptible de mener vers des changements escomptés par les peuples. Maintenant, bon, en politique, tout est possible. Peut-être qu'elle va avoir peut-être ce vent d'espoir que peut-être suscitent les femmes aujourd'hui en politique, mais je pense que ça reste quand même difficile à atteindre, à moins qu'il y ait peut-être un changement radical sur le plan de vie sociologique, quoi. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News.